Voilà, le sujet des donc quelques utilisations de ce que l'on a vu il y a un mois comme technique. Donc, le fil rouge, c'est quand même l'aspect suivi. Donc, au tout début, les suivis Argos. Donc, Argos, ça date de 78. Il y a eu quelques essais techniques avant, mais globalement, le système Argos est maintenu et permanent depuis 1978. Donc, avant ces techniques, on ignorait énormément d'aspects de la vie des animaux marins. Par exemple, où va une tortue luth, on les voyait sur les plages de ponte, mais après, on n'avait aucune idée d'où elles pouvaient aller, ou des trajets faits par les albatros. On voyait les albatros survoler les navires dans l'océan austral, mais d'où ils venaient, où ils allaient, quelle distance ils parcouraient, aucune idée. Et aussi des choses comme à quelle profondeur plongent les animaux marins. Alors là, ce sont des enregistreurs qui sont dans les balises Argos, mais ensuite la transmission est faite par Argos et permet de connaître énormément de choses sur les profondeurs de plongée d'énormément d'animaux marins. Donc ça, c'était l'état en 78. Ensuite, on a réussi à savoir au moins ces trois aspects-là, par exemple, mais il reste encore un certain nombre d'inconnus. Donc, on sait que les anguilles se reproduisent, ou en tout cas pondent leurs œufs au milieu de l'Atlantique, dans ce qu'on appelle la mer des Sargasses, mais comment elles font le voyage depuis les côtes européennes vers cette zone? On ne sait pas où naissent les requins-baleines. On n'a jamais vu un bébé requin-baleine. On voit essentiellement des juvéniles mâles. Où sont les autres? Comment les requins pèlerins détectent les zones les plus riches en nourriture alors qu'ils font des milliers de kilomètres? Comment ils arrivent à savoir qu'ils doivent faire 3000 kilomètres pour aller là, et que là, ce sera riche en plancton? On sait aussi beaucoup moins comment les premières années ou les premiers mois des espèces marines se passent, puisqu'il y en a beaucoup où il n'y a aucune éducation parentale. Ce n'est pas vrai trop des mammifères, mais sur les manchots, par exemple, un jeune manchot qui part en mer, il se passe de papa-maman. Et il reste encore des espèces qui sont trop petites pour être suivies ou qui sont trop petites à certains stades de leur vie, comme les tout petites tortues qui sortent de l'œuf. Là, c'est très difficile à suivre. Ensuite, on peut faire des utilisations plus complexes des suivis que juste voir où vont les animaux, à quelle profondeur et quelques paramètres enregistrables par la balise. On peut essayer d'avoir un grand nombre de suivis pour en déduire un comportement statistique de l'espèce. Puisqu'on ne sait jamais trop si on suit un individu et un seul, est-ce qu'il est représentatif de l'espèce ou pas? On peut combiner les données. C'est un peu ce que je vous avais déjà montré il y a un mois, mais à plus forte dose et de façon très étudiée scientifiquement pour caractériser l'environnement et l'habitat des animaux. Une fois qu'on a ces informations, essentiellement, on peut modéliser, c'est-à-dire utiliser ces combinaisons de données, ces statistiques, pour déterminer l'habitat, le comportement et en déduire des probabilités de trouver l'animal à tel ou tel endroit, même à telle ou telle heure de la journée. Et tout ça, ça peut être utilisé pour protéger les animaux, pour notamment définir des réglementations, des recommandations, afin d'éviter de les voir disparaître ou de les mettre en danger. Donc, parmi les inconnus, par exemple, je vous ai parlé des anguilles.
Donc, la photo, c'est une anguille avec un capteur Argos, hein, pour information. Donc, aujourd'hui, vous voyez cette carte. Eh ben, entre là et ça doit faire 1000 ou 2000 km plus à l'ouest, où naissent les jeunes anguilles, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas combien de temps se passe. Déjà, ça, c'est une étude qui date de 2016 par une équipe de Perpignan. Ils étaient extrêmement surpris du temps qu'il avait fallu aux anguilles pour passer des étangs de Sals-le-Cat par là, enfin les étangs qui sont proches de Perpignan, et d'arriver, mine de rien, pas si à l'ouest que Gibraltar. C'est en 6 à 8 mois. Or, ben là, leur balise était programmée pour se détacher, puisque les anguilles vivent au fond de l'eau, donc il faut, pour récupérer les données, il faut que la balise sorte. Donc, ce sont des balises qui sont programmées pour se détacher. Là, ils avaient dû se dire qu'en 6 à 8 mois, ça avait le temps les anguilles avaient le temps de faire tout le trajet. Ben non. Et ils arrivaient de toute façon à peu près aux limites des batteries. Donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui se passe entre les points les plus à l'ouest qu'on voit ici et la mer des Sargasses. Ça devrait pouvoir être résolu par des améliorations techniques ou des programmations de balises qui enregistreraient moins souvent, donc prendraient moins de batterie. Il y a des questions qui paraissent un peu basiques, hein, mais qui méritent quand même qu'on s'y attarde. C'est que, par exemple, il y a des centres de soins des tortues un peu partout sur les côtes. Notamment, Daniel vous a parlé de La Rochelle, ils ont un centre de protection des tortues. Il y en a un du côté de Montpellier aussi en Méditerranée. Et un peu partout, là où vivent les tortues marines, il y a des centres de soins qui récupèrent des tortues blessées ou sur nos côtes en hiver, souvent frigorifiées, les soignent et les relâchent. La question, c'est quand même, est-ce que ça vaut le coup? Donc, est-ce qu'elles survivent correctement, normalement, après avoir été soignées et relâchées? Ou est-ce que peut-être qu'il faudrait mieux ne pas les relâcher pour qu'elles vivent un peu plus longtemps? Donc là, c'est une étude qui a été faite par des Australiens sur des suivis de tortues dans le golfe Persique. Et en gros, ils montrent que la mortalité des tortues relâchées après avoir été soignées est à peu près similaire à celle des tortues qui n'ont jamais quitté la nature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mortalité, hein, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas plus ni moins, d'ailleurs, que sur des tortues ayant toujours vécu en liberté. Ce qui est plutôt positif. Hein. Donc, voilà, là, c'était quelques idées de choses qui sont à l'étude. Il y a alors, la première qui n'est pas encore résolue, la deuxième qui l'est. Donc après, sur les combinaisons de techniques. Donc là, c'est en gros, on a toute une batterie de capteurs différents, d'instruments satellites ou in situ d'ailleurs qui existent. Donc, autant utiliser tout ce que l'on peut pour comprendre l'environnement et du coup mieux comprendre les espèces animales marines. Donc, pour ça, on va faire un peu comme les animations que j'avais montrées il y a un mois, c'est-à-dire superposer des suivis, les comparer et les analyser en fonction de paramètres océaniques observés, soit par satellite, soit in situ, voire avec des modèles de prévision des océans. Tout cela dans l'idée de mieux comprendre l'environnement et donc les comportements. Donc là, vous avez un exemple avec différentes variables océaniques qui sont superposées à des
suivi de Gorfou du Fiordland ou Gorfou Tawaki, qui sont des animaux qu'on a suivis dans Argonautica il y a 2 ans, et j'espère qu'on suivra à nouveau. Donc, ils partent de Nouvelle-Zélande, qui font une boucle après leur mue et qui reviennent en Nouvelle-Zélande, globalement, en plusieurs mois. Hein. Et ça fait quelques milliers de kilomètres de distance, au final, à la nage. Donc là, vous avez des comparaisons qui sont un peu ce qu'on vous propose de faire sur Argonautica, mais avec la température de l'eau, la chlorophylle à la surface, les courants, vitesse des courants, la topographie des océans. Alors là, c'est la profondeur de la couche de mélange, c'est-à-dire la profondeur où l'eau de surface est séparée par un changement très abrupt de température avec l'eau de fond, grosso modo, et la bathymétrie. Donc, à part la profondeur de la couche de mélange, ce sont des comparaisons que vous pouvez très bien faire sur Argonautica, et vous voyez, ce sont des comparaisons que font aussi les chercheurs, même en ce moment. Dire qu'il reste plein de comparaisons de ce type qui n'ont pas encore été faites et qui font l'objet d'études et d'articles. Oui, d'ailleurs, vous aurez ma présentation et vous noterez qu'à chaque fois, j'ai mis un lien qui correspond à l'article scientifique. Donc, tous les articles sont en anglais, hein, ça c'est la vie, c'est comme ça, mais ils sont tous en accès libre, donc si ça vous intéresse d'y aller jeter un œil, vous pourrez. Un autre exemple qui vient de l'équipe de Charlie Bost, c'est une de ces thésardes qui a sorti cet article il y a 2 ans, où les comparaisons sont faites entre des jeunes manchots empereurs qui prennent la mer pour la première fois et un certain nombre de données d'environnement, dont là, c'est la lisière de la glace de mer, pour voir si les jeunes oiseaux vont aux mêmes endroits, notamment que les adultes. En fait, non. Et s'ils vont à des endroits où il est plus facile de manger que les adultes, eh ben non, en fait, ils vont à des endroits où il est plus difficile de trouver à manger, visiblement. Donc, c'est un peu le difficile apprentissage de la chasse en mer tout seul par des juvéniles de manchots empereurs. Et possible qu'au bout d'un moment, ils trouvent de même les bons endroits et qu'ils évitent du coup les endroits plus difficiles où ils sont allés la première année où ils étaient en mer. On a aussi des exemples avec des requins blancs. Donc, le requin blanc, c'est la version de taille normale de ce qu'il y a dans les dents de la mer. Bon, après, c'est un gros requin avec de grandes dents, mais un peu moins grand que dans les dents de la mer. C'est un prédateur qui passe en fait l'essentiel de son temps pas sur la plage à croquer des baigneurs, mais dans les tourbillons et les méandres du courant. Donc, en fait, là, quand je dis le courant, là, en l'occurrence, c'est côté Amérique, donc c'est le Gulf Stream. Et on s'aperçoit en regardant là où il passe le plus de temps, qu'il passe plus de temps dans les tourbillons chauds, les bosses de la topographie des océans, que dans les froids, et qu'ils y plongent plus profondément et plus longtemps. Donc, ça permet de savoir qu'on risque de trouver plus de requins à ces endroits-là, sans doute parce qu'ils y trouvent plus de nourriture. L'étape d'après, c'est de modéliser les habitats et les comportements. Donc, pour prévoir les populations, prévoir là où on aura une plus forte densité d'un animal ou d'un autre, et de quantifier leur déplacement par rapport à leur environnement. Donc, pour commencer, on a des données sur le comportement des animaux. Après, elles sont relativement peu nombreuses, parce qu'on n'a pas forcément des quantités faramineuses de suivi. Mais on a aussi des
informations sur les heures. Par exemple, ça peut être important de savoir à quelle heure certains animaux plongent ou se déplacent à tels endroits ou tel autre. Par exemple, on sait que les manchots ne vont pas plonger de nuit, donc a priori, ils doivent rester en surface et pas se nourrir la nuit. Ou j'ai un exemple en tête qui n'est pas marin, mais d'oiseaux dont ils ont observé qu'ils se rapprochaient des habitations à la tombée de la nuit, et en fait parce que c'est leur heure de nourrissage habituelle, et on pense qu'ils allaient près de fermes de crevettes. Donc qu'ils allaient forcément plus près des habitations pour aller chourer des crevettes dans les fermes aquacoles. Donc, on a ces informations sur le comportement et les localisations, et on a aussi des informations sur l'environnement. Là, je vous ai dit où il y a des fermes aquacoles, par exemple. Donc, ça permet de modéliser, c'est-à-dire de faire tourner des programmes informatiques qui diront on a une plus forte probabilité de trouver tel animal à telle heure, à tel endroit. Ou si à l'inverse, si tel milieu se dégrade, si par exemple il y a moins d'oxygène à tel endroit, on risque d'avoir moins d'animaux à cet endroit. Donc les deux approches peuvent être utilisées, c'est-à-dire voir la probabilité de présence d'un animal en fonction d'un certain nombre de choses qui nous intéressent, ou au contraire de voir en fonction de l'environnement et de son évolution si on a une dégradation des populations ou pas. Un autre exemple qui n'est pas marin non plus, c'est les cigognes japonaises. Si on les relâche alors qu'il n'y a pas de zones humides qui sont entretenues et persistantes, eh ben, on aura beau relâcher toutes les cigognes qu'on aura pu élever, ça n'augmentera pas la population parce que ce sont les milieux qu'elles recherchent. Donc, les deux peuvent être utilisés et effectivement, en particulier quand il est question de réintroduction d'une espèce dans un milieu. Donc là, j'ai un exemple sur les dugongs, qui sont des mammifères marins herbivores. Quelquefois, on les appelle des vaches de mer. Sinon, c'est la catégorie des siréniens. Je ne sais pas qui a pris ça pour une sirène, mais ça a été le cas. Donc, en Nouvelle-Calédonie, ils ont regardé les déplacements de cette espèce-là et en fonction des herbiers marins. Donc, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils vont plus là où il y a des herbiers marins. Donc, ça, c'est des probabilités de présence. 50%, ils sont là 50% du temps. Non, c'est là. Et 95% de l'utilisation. Enfin, ils passent l'essentiel de leur temps dans les zones non hachurées et le cœur, la moitié de leur vie, c'est dans les zones hachurées. C'est là où ils sont, c'est le cœur de leur territoire, quelque part. Donc, on s'aperçoit que c'est assez corrélé à la présence d'herbiers marins. Et là, la conclusion de l'article était en gros qu'ils allaient peut-être aller regarder s'il n'y avait pas des herbiers marins qu'ils ne connaissaient pas, là où ils voyaient quand même beaucoup de présence des dugongs. Donc, quelquefois, ça aide à connaître le milieu aussi. Hein. Il y a beaucoup d'inconnus finalement, et toute information permet d'aller creuser d'autres informations aussi. Là, c'est un autre exemple sur les manchots d'Amérique du Sud. Donc là, on est sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, côté Pacifique. Donc, on y trouve au moins deux espèces de manchots qui sont les manchots de Humboldt et de Magellan, et qui se nourrissent dans les eaux assez productives de ce qui s'appelle le courant de Humboldt, qui est un courant froid qui remonte le long des côtes d'Amérique du Sud dans le Pacifique. Et là, l'analyse était sur des cartes de chlorophylle pour voir les risques
de conflits, de zones de pêche avec les pêcheurs humains, quoi. Donc, est-ce que les manchots vont se nourrir aux mêmes endroits que les humains vont pêcher? Il semble que pas trop. Donc, ce risque-là est moins notable et du coup, ça rassure sur l'avenir de ces deux espèces. Et on peut aussi essayer de comprendre, là c'est les dispersions de tortues luttes juvéniles depuis la Guyane. Alors on ne les suit pas, hein. Là c'est de la modélisation. Ou si on les suit, c'est très peu de temps parce que comme elles grossissent très très vite, la toute petite tortue qui doit faire 15 cm au sortir de l'œuf, on ne peut pas lui coller une balise qui lui durera plus que quelques jours en fait. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre si ces toutes petites tortues se laissent totalement porter par le courant. On pense que non, parce que ce n'est pas cohérent avec ce qu'on observe comme présence des tortues ensuite. Et du coup, on pense qu'elles sont quand même un peu guidées par, on ne sait pas trop quoi, hein, mais le milieu, et qu'elles ont tendance du coup à nager plutôt en direction d'habitats favorables, plutôt que purement se laisser porter par le courant. Ça peut être intéressant pour savoir où on risque de les trouver, où il faut les laisser tranquilles ou pas. Donc ça, c'est du coup, là, c'est une modélisation qui est quasiment physique, mais avec quelques éléments de biologie de l'espèce pour essayer de comprendre au bout de plusieurs années où on va retrouver ces petites tortues qui auront bien grandi, hein. Donc ça, c'est fait par un de mes anciens collègues aujourd'hui à la retraite. Mais voilà, ça peut effectivement être utilisé pour mieux comprendre la répartition d'une espèce qu'on a du mal à suivre. Et tout ça, l'idée, c'est quand même pas forcément juste de mieux connaître. Ça, c'est aussi une motivation, hein. Moi, je ne vais pas nier que augmenter les connaissances est une des motivations des chercheurs, mais il y a aussi favoriser la vie et la survie des animaux en question, voire éviter leur disparition ou leur raréfaction au point qu'ils soient en danger. Donc c'est une démarche qui est d'autant plus efficace que tout le monde est mis dans la boucle quand il s'agit de faire une étude, c'est-à-dire les gens qui font les lois, les gens qui vont les appliquer, les scientifiques qui vont faire l'étude et les gens sur place qui sont des gens qui vont protéger les animaux aussi. Après, ce dont il faut être conscient, c'est que les eaux internationales ne sont soumises à aucune réglementation, ce qui limite quand même beaucoup ce qui peut être fait en la matière. Donc là, par exemple, j'ai un exemple sur des suivis de tortues en Floride. Donc, tout à la pointe de la Floride, il y a ce qu'ils appellent une écorégion avec une très riche faune et flore, mais une toute petite zone, ce qui est en rouge sur la carte, là, est qu'ils appellent sans prélèvement, c'est-à-dire que toute pêche y est interdite. Et en gros, ce qui est protégé, mais avec des utilisations diverses possibles, donc de la pêche, mais réglementée, est en bleu, et alors que l'écorégion est toute la zone grisée, là. Or, si on regarde des suivis de tortues, là, sur l'étude, ils en ont cumulé 235 suivis. On voit bien que les tortues ils se concentrent dans une zone qui est beaucoup plus vaste même que la zone grisée, et ne parlons pas de cette zone en bleu.
Donc là, les conclusions de l'étude étaient de proposer un plan d'agrandissement de l'aire protégée du sanctuaire marin des Keys. Après, je ne sais pas ce que ça deviendra. C'est une étude qui date quand même que de cette année, hein, mais l'idée, c'était effectivement de proposer sur des bases scientifiques un élargissement de la zone protégée pour justement aider à protéger les tortues marines qui sont quand même pas dans très grande forme, aucune des espèces de par le monde. Un des exemples aussi qui a pas mal marché, c'est les albatros et la pêche. Donc les albatros sont donc des grands oiseaux de mer qui ont tendance à trouver que les bateaux de pêche, c'est pratique parce que y a des poissons qui sont pris dans les hameçons. Sauf que, ou des appâts qui sont dans les hameçons. Sauf que quand ils se coincent le bec dans un hameçon, ça ne leur fait pas de bien. Et voir s'ils sont vraiment pris dans le hameçon, et ben, ils se noient, quoi. Donc, l'idée, c'était d'essayer de voir comment il était possible de réglementer la pêche pour éviter d'une part que les bateaux de pêche soient dans les endroits où les albatros se nourrissent à certains moments de l'année, et aussi faire évoluer les techniques de pêche pour éviter justement que les hameçons soient trop faciles pour un albatros de se prendre le bec dedans. Donc ça, a priori, ça n'a pas trop mal marché, sauf que là, je suis en train de parler de pêche légale dont les zones de pêche sont surveillées, essentiellement par satellite, hein, aussi. Tout bateau dans une zone économique exclusive, donc les zones dépendantes des pays, sont censés être localisés par un système. Et les bateaux de pêche sont censés rendre des comptes au pays sur la zone exclusive duquel ils sont. Donc, ça, c'est le côté légal. Sauf que la pêche n'est pas que légale, et notamment dans des endroits comme l'océan austral où il n'y a quand même pas grand monde, donc il n'y a pas beaucoup de gardes-côtes ni de douaniers. Donc là, les équipes de Chizé, donc des collègues de Charlie Bost, hein, ont imaginé un système où en fait les albatros ont un capteur dans leur balise Argos qui détecte les radars que les bateaux utilisent pour éviter les obstacles et détecter la météo, servir aussi pour la météo et éviter de se rencontrer un iceberg, ce qui fait partie des possibilités dans la zone. Donc, tous les bateaux, même illégaux, ont leur radar allumé. Un radar, ça émet. Donc, si on sait à quelle fréquence ça émet, ce qui est le cas, enfin, tous les radars de ce type utilisent à peu près la même fréquence. Donc, on peut faire détecter ça aux balises emportées par les albatros et donc avoir une meilleure visibilité sur la pêche illégale, sachant que une fois qu'on a détecté une émission de radar, on regarde si on a une émission de localisation réglementaire du bateau. S'il n'y en a pas, il y a une extrêmement forte probabilité que le bateau soit illégal. Donc voilà. Donc après, il semble que dans les zones économiques exclusives, les gens respectent relativement les réglementations. En dehors, c'est beaucoup plus problématique. Après, il n'y a pas de réglementation, donc, mais qu'ils éteignent leur système de localisation dès qu'ils le peuvent, en gros. Donc voilà, donc l'idée là, c'est d'essayer de mieux quantifier la pêche illégale et de trouver des solutions pour éviter que les albatros se fassent attraper par les lignes des bateaux. Donc si vous voulez plus
d'informations de ce type, vous avez tous les 15 jours des articles qui paraissent sur le site Argos, en français et en anglais. Les prochains sont soit sur les lamantins, soit sur les requins bleus. Une fois que j'aurai fini de les écrire, très exactement. Vous avez aussi des informations sur ce type de choses et surtout sur la dernière partie, à vrai dire, dans les sites web des grandes associations de protection des animaux. WWF, la LPO, là j'ai mis un exemple sur les requins-baleines à Madagascar qui là est très localisé et très focalisé sur une espèce en particulier, où vous avez aussi des informations dans certaines agences gouvernementales. En France, ce sera l'Office français de la biodiversité, éventuellement IFREMER ou l'Institut Paul-Émile Victor pour les pôles, ou bien effectivement le CEBC de Chizé, qui a ses programmes de suivi des albatros ou des manchots. Vous avez aussi, côté Amérique, la NOAA ou l'USGS, l'USGS plutôt pour les animaux terrestres ou les oiseaux. Et après, vous avez des articles scientifiques qui sont de plus en plus souvent en open access, c'est-à-dire que vous pouvez les lire et les consulter gratuitement. Bien sûr, ils sont tous en anglais. Alors, c'est souvent assez complexe et les auteurs abusent vraiment beaucoup des sigles, mais les grandes lignes peuvent être quand même compréhensibles pour des non-spécialistes. Alors, je ne dis pas des élèves, hein, mais pour se faire une idée sur les dernières nouveautés sur les manchots royaux, ça peut être une démarche. Et le moyen le plus simple, c'est encore quand même Google Scholar, qui vous permet de chercher un sujet particulier dans un très grand nombre de revues. Alors, elles ne sont pas toutes en open access, donc vous ne pourrez pas lire tous les articles, mais c'est quand même de plus en plus fréquent, et notamment de la part des labos publics, ça devient une réglementation qu'un laboratoire public publie de façon ouverte, donc, notamment le CNRS ou des gens comme ça, de sorte que effectivement les moyens mis dans la recherche puissent servir au grand public ou au public intéressé sans qu'il ait à payer en supplément. Sachant que les chercheurs payent pour publier. Hein. Pas non plus, il y a un moment où il y a quelqu'un qui paye hein, quand même. Donc toutes ces ressources sont disponibles sur Internet hein, et plus ou moins simples à comprendre. Mais en faisant un peu l'effort, ça peut apporter des informations très récentes en appui d'un cours ou d'une présentation ciblée sur un sujet.